par moi-même. Comme ça, je suis sûre qu'il y aura bien un replay. Voilà. Ok, donc les personnes qui sont déjà là, je vous invite à me mettre un petit message pour un petit commentaire, juste pour que je sache si tout fonctionne bien. Laissez-moi un commentaire. En même temps, vous pouvez me dire si vous avez des attentes particulières pour ce live. Donc, je rappelle, ce live s'intitule « Accompagner les parents d'enfants TDAH ». C'est un live qui est destiné plutôt aux professionnels pour vous aider, vous donner des clés pour mieux accompagner les parents de ces enfants qui ont un TDAH. Safia, bonjour. Bonjour Isabelle. Super. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est OK? Je veux bien que vous fassiez un petit retour là-dessus, juste savoir si le son est bon et puis on va démarrer. Oui, ça marche. OK, au niveau du son. Alors, je vais démarrer. Je vous invite aussi à me dire si vous avez des attentes particulières. Peut-être vous avez des questionnements. Ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous accompagnez déjà des parents? Est-ce que vous êtes concerné du coup par la problématique TDAH dans vos accompagnements? Est-ce que vous avez beaucoup de parents qui ont des enfants qui ont un TDAH? Et quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à ça? N'hésitez pas, au plus vous allez avoir des questions, au plus mon intervention sera pertinente pour vous. OK. Allez, eh ben, je me lance. Donc, bienvenue à chacun, chacune dans ce live. Accompagner les parents d'enfants TDAH. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, je suis Anaïs Severt, je suis psychopraticienne, coach parental, formatrice, fondatrice de l'Académie des coachs parentaux, une école dans laquelle vous pouvez vous former en ligne au métier de coach parental accompagnant en parentalité. Donc, j'offre cette masterclass aujourd'hui pour vous permettre aussi de découvrir l'Académie des coachs parentaux, mon approche, mes outils, et puis restez bien jusqu'au bout parce que j'aurai une petite surprise pour vous à la fin de cette masterclass. Voilà, bonjour Adeline, bonjour Linda, ravie que vous soyez là avec moi ce matin, c'est chouette. Voilà, donc comme je disais, n'hésitez pas à mettre vos questions. Alors, déjà, pourquoi je propose cette masterclass quand même, je voulais vous dire un petit peu ce qui m'a motivée, c'est qu'il se trouve que j'ai beaucoup de parents d'enfants TDAH, moi, dans ma clientèle, dans les personnes que j'accompagne. Notamment, je fais des permanences de guidance parentale dans une ville depuis cette année. Et en fait, beaucoup de parents d'enfants TDAH viennent à ces permanences-là. Beaucoup de ces parents-là me sont orientés et je découvre ou je redécouvre ce que je savais déjà, c'est-à-dire que même quand il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour l'enfant atteint de TDAH, on verra ensemble rapidement ce que c'est le TDAH, eh bien, les parents sont souvent en souffrance, ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les moyens d'accompagner leurs enfants et on est vraiment focus, en tout cas en France, c'est beaucoup comme ça encore, je trouve, on est focus sur l'enfant. Donc, c'est très bien. Hein. L'enfant, il faut évidemment l'accompagner, il faut l'aider et mettre en place les aménagements dont il a besoin. Mais pour autant, les parents sont encore insuffisamment aidés, accompagnés. On ne leur donne pas les clés, on ne leur dit pas ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Donc ça, à mon sens, c'est assez problématique. Donc moi, je vois des parents d'enfants dans mes consultations donc les enfants, ils ont un traitement parfois, ils ont des séances de psy, de psychomote, enfin ils ont tout, ils ont des aménagements scolaires, ils ont tout, et pour autant à la maison, c'est infernal, c'est très compliqué, et personne finalement n'a donné les clés aux parents pour leur dire comment faire. Donc là, je voudrais vraiment vous dire que nous, les accompagnants en parentalité, les coachs parentaux, on a vraiment un rôle à jouer pour accompagner ces parents-là qui sont vraiment en souffrance et à qui on n'a pas donné des clés qui parfois ne sont pas vraiment hyper complexes, mais qu'il faut connaître. Voilà. Bonjour Tiffaine, bonjour Virginie. Safia, tu dis que tu n'as pas encore eu de demande à ce sujet, mais tu seras sans doute amenée. Oui. Ok. Ouais, ça met un peu de temps à ce que je réceptionne les commentaires. Ouais, c'est possible. Ok, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Alors, je rappelle rapidement ce que c'est le TDAH. Je pense que si vous êtes ici, si vous êtes des professionnels ou futurs professionnels, vous avez quand même des notions. Il y a beaucoup d'infos là-dessus sur Internet, donc je ne vais pas
m'étendre trop sur ce que c'est le TDAH, mais juste pour qu'on sache bien quand même de quoi on parle rapidement. Donc, le TDAH, c'est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a des formes diverses, des formes plus avec l'inattention, des formes plus avec l'hyperactivité. C'est un trouble du neurodéveloppement donc qui se dépiste dès l'enfance. Et ce trouble, en fait, il touche à peu près 5% des enfants. En gros, c'est ça la statistique. On le voit davantage chez les garçons que chez les filles parce que souvent, chez les filles, ça prend une forme qui est parfois plus, comment dire, qui s'exprime moins fortement. Hein. Donc, les filles vont plutôt avoir des profils où elles sont plus rêveuses. Voilà, donc on va voir qu'elles ont du mal à être attentives en classe, par exemple, mais elles vont être moins bruyantes, alors que chez le garçon, il va y avoir beaucoup plus le côté hyperactif, impulsif. C'est pas biologique a priori, c'est plutôt notre culture et le fait que souvent les filles prennent davantage sur elles et sont moins bruyantes que les garçons. Mais ça, c'est plus le côté inégalité filles-garçons, on va dire. Bref, il y a 3 principaux symptômes pour le TDAH. Il y a donc l'inattention. Donc l'inattention, vous voyez ce que c'est, hein. L'enfant n'arrive pas à rester attentif par exemple en classe, sur une tâche, il passe d'un truc à l'autre, il est très facilement distrait. En fait, c'est une incapacité à garder son focus. Donc c'est vraiment le syndrome, vous savez, de la mouche qui vole et l'enfant, il regarde la mouche et il regarde plus le tableau, par exemple. Donc symptôme d'inattention. Impulsivité. Donc l'impulsivité chez les enfants TDAH, c'est vraiment le fait de ne pas arriver à se retenir, de dire ou de faire quelque chose. D'accord? On a l'impression que l'enfant, il est monté sur ressort, que rien ne l'arrête. Donc il vous coupe la parole. Donc il peut passer vraiment pour un enfant impoli. Il n'a pas forcément tout acquis aux bons âges, aux âges habituellement attendus, les règles, les codes sociaux. Voilà. Et donc, dernier symptôme, l'hyperactivité. Donc, généralement, c'est le symptôme, on va dire, le plus bruyant. L'enfant est agité, il bouge tout le temps. Voilà, pareil, monter sur ressort. Donc là, c'est plus l'hyperactivité physique, mais aussi c'est l'hyperactivité donc motrice, mais aussi verbale, d'accord. Et souvent, ils parlent beaucoup, ils passent du coq à l'âne, etc. Ce sont des enfants qui sont parfois un peu difficiles à suivre, mais à la fois qui peuvent être effectivement très attachants aussi, très créatifs. Enfin bref, le TDAH, c'est pas, ça fait pas tout, hein, toute la personnalité, évidemment. Comme je vous disais, ça touche à peu près 5% des enfants, donc c'est quand même pas mal. Donc il y en a en gros dans toutes les classes et il y a beaucoup évidemment du coup de familles concernées. Et donc comme il y a pas mal de problématiques qui se posent avec ces enfants-là pour les parents, eh bien évidemment ça en fait un public, on va dire, qui va aller à un moment donné souvent vers des consultations d'accompagnement des parents. N'hésitez pas à mettre vos questions, hein, même au fur et à mesure. Hein. Ça va, bon, vous avez plein d'infos sur Internet. Maintenant, on est assez documenté sur le sujet du TDAH. N'hésitez pas à creuser. Vous pouvez aller voir, il y a un site qui est très bien, c'est le site TDAH France. C'est un site d'une association, l'association Hyper Super, très bien fait, super assos. Vous trouvez toutes les informations sur le TDAH, enfants, adultes. Voilà, je vous laisserai regarder ça. Mais donc, la première chose à faire, c'est si vous avez des parents d'enfants concernés par le TDAH, c'est évidemment de vous documenter suffisamment sur le TDAH pour pouvoir bien comprendre la symptomatologie. Donc, quelles sont les problématiques parentales qui sont posées par le TDAH finalement? Alors, déjà, il y a toute la problématique autour du diagnostic, c'est-à-dire connaître le trouble, faire diagnostiquer l'enfant et le faire accompagner et mettre en place tous les aménagements nécessaires à l'école et à la maison. Donc là, déjà, on a un rôle à jouer en tant que coach parental parce que en fonction de ce que les parents vont nous dire, alors évidemment, quand on est coach parental, on n'est pas médecin et seul un médecin peut diagnostiquer le TDAH puisque le TDAH est un trouble. Donc nous, coach parentaux, on ne va pas diagnostiquer un trouble, mais on peut se dire, tiens, ce que me dit le parent,
ça me fait penser au TDAH. On va pas forcément le dire comme ça aux parents, mais on peut se dire, bah tiens, ça me fait penser à ça me fait penser au TDAH, donc ce serait bien qu'il y ait un, euh, un dépistage, un diagnostic peut-être de poser. Ok, ça c'est important, c'est de nous orienter. Ça fait partie des choses qu'on apprend quand on fait la formation de coach parental avec moi, c'est que quand on voit qu'il y a des signes peut-être d'un trouble ou quelque chose qui sort un petit peu de ce qui est habituellement euh, attendu chez l'enfant, d'orienter pour un dépistage. Donc le pédiatre, le pédopsychiatre, il y a aussi des services dans les hôpitaux. Si vous avez ça proche de chez vous, regardez des services dans les hôpitaux de troubles des apprentissages où ils font tous les bilans, tous les diagnostics et ça revient gratuitement puisque c'est un service de santé publique, c'est l'hôpital. Ça évite les parents qui fassent tous les bilans chez des professionnels libéraux et que ça leur coûte cher. D'accord. La dernière fois, là, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai vu une maman, elle a fait tout un bilan de psychomotricité. Je sais plus, elle en a eu pour plus de 200 €. Bon, il y a des parents qui n'ont pas de problème financier, puis il y en a d'autres vraiment, ils peuvent pas mettre ces tarifs-là quoi pour ces bilans. Donc sachez que s'il y a un service trouble des apprentissages dans un hôpital proche de là où sont les parents, essayez d'orienter vers ces services-là. Et dans ce cas-là, ils font tous les diagnostics, donc ils font aussi les tests de QI, ils font le dépistage du TDAH, mais aussi de tous les autres troubles, la dysgraphie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dyslexie, enfin tous ces troubles des apprentissages. Parce que aussi, souvent, il y a souvent un trouble n'est pas tout seul. Donc souvent, il peut y avoir TDAH et puis d'autres troubles à côté. Donc, avoir un bilan global, ça a du sens. Donc voilà, donc il y a déjà cette problématique-là. Donc nous, déjà repérer, orienter si ce n'est pas déjà fait pour du dépistage, du diagnostic. Et puis du coup, on va leur proposer à ces parents-là des actions concrètes pour les enfants, des séances de rééducation en psychomotricité, en ergothérapie, notamment s'il faut des aménagements aussi sur le plan scolaire. Tout ça, il peut y avoir aussi donc du suivi psy. Donc tout ça, ça va être mis en place pour l'enfant et donc nous, ça va nous permettre de nous concentrer sur ce qu'on sait faire et notre rôle, c'est-à-dire l'accompagnement des parents. Alors, les parents, finalement, ils viennent nous voir par rapport aux symptômes du TDAH, mais ils viennent nous voir souvent pour des problématiques du type dysrégulation émotionnelle, parce que le TDAH, ça vient vraiment avec ce qui est vraiment quasiment indissociable, c'est la dysrégulation émotionnelle. C'est-à-dire l'enfant n'arrive pas à réguler ses émotions. Alors, vous allez me dire, c'est normal, les enfants, ils régulent pas parfaitement leurs émotions puisque leur cerveau, il n'est pas encore complètement mature à ce niveau-là. Mais chez l'enfant TDAH, évidemment, on est dans l'ordre du trouble et donc c'est plus fort qu'avec un enfant du même âge. D'accord? Donc, c'est des enfants, même arrivés à 7-8 ans, ils font encore des crises, par exemple. Pas tous, mais il y en a qui font encore des crises très fortes, très intenses, là où chez d'autres enfants, ça s'est calmé. Ils font plus des crises comme à 3 ans. Donc, la dysrégulation émotionnelle, donc les fameuses crises dont on va reparler là, qui peuvent être très fortes. Donc ça, c'est en lien aussi avec l'hyperactivité et l'impulsivité, la difficulté à tolérer les contraintes, la difficulté à gérer la frustration. C'est vraiment, il y a vraiment ça dans le TDAH, la difficulté à gérer la frustration, à supporter le délai pour obtenir les choses, etc. Donc, on va avoir aussi, évidemment, l'opposition qui va être présente. Alors, Laetitia, oui, ok, t'es connectée, mais par message. Ok, je ne sais pas si j'ai vu tout. Quelles sont les origines, causes du TDAH? On ne sait pas bien. On ne sait pas bien. Ça, c'est en France, on ne sait pas toujours. Il y a toujours plusieurs facteurs à un trouble. Donc, il peut y avoir des facteurs environnementaux, sociaux, des facteurs aussi biologiques. Et il y a une part d'hérédité, il semblerait aussi dans le TDAH. Donc, quand il y a un parent qui a un TDAH, il y a plus de risques que l'enfant en développe. Voilà, mais on n'a pas encore fait toute la lumière sur tous les facteurs du TDAH.
Ok, donc les problématiques, c'est que comme je vous disais, on n'est pas trop focus sur le parent, on est plus focus sur l'enfant. Donc les parents sont un peu les oubliés dans ces accompagnements-là. Donc nous, évidemment, on va remédier à ça. Donc le quotidien de ces parents-là, il peut être régi beaucoup par l'état émotionnel de l'enfant, par les crises, les accès de colère, l'intolérance à la frustration et l'opposition. Souvent, le TDAH arrive avec son acolyte, comme je dis souvent, c'est-à-dire le TOP, le trouble oppositionnel avec provocation. C'est un autre trouble qui n'existe pas tout seul, a priori, il existe avec une autre particularité chez l'enfant, et donc souvent, il arrive avec le TDAH. Le TOP, qu'est-ce que c'est? C'est l'opposition de l'enfant, mais à un stade pathologique, c'est-à-dire que l'enfant va s'opposer quasiment systématiquement, il va provoquer l'adulte, bref, c'est très compliqué à vivre pour les parents. Donc, le TOP, il peut être que intrafamilial ou il peut être aussi à l'extérieur, à l'école, en société, etc. Tiffaine, tu demandes est-ce que les symptômes s'atténuent en grandissant? Tout dépend en gros s'il y a eu une prise en charge ou pas. C'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, en fait, normalement, quand on a un TDAH, on l'a à vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a réussi à organiser sa vie et à prendre en charge son trouble? Et donc, toutes les actions, tous les suivis par les professionnels de santé, etc., vont permettre ça, y compris le traitement médicamenteux, qui n'est pas toujours nécessaire, mais qui peut l'être. Mais si on ne prend pas en charge, si on n'apprend pas à vivre avec son TDAH, ça ne va pas s'atténuer en grandissant, non. Et au contraire, il peut y avoir des problématiques qui s'ajoutent. Donc, notamment les addictions. Quand on a un TDAH, on est plus à risque d'addiction. Donc, c'est pour vous dire aussi qu'il y a un vrai enjeu à prendre en charge ces troubles-là, à apprendre à vivre avec. On ne guérit pas d'un TDAH, on apprend à vivre avec, à aménager sa vie autour. Et si on aménage sa vie autour, en tenant compte de cette particularité qu'on a, ça peut très bien se passer. Alors, moi, ce que je remarque beaucoup dans les accompagnements parentaux, c'est que, donc, c'est très bien de mettre en place des accompagnements pour les parents. C'est hyper important, comme je vous le disais, d'accompagner les parents. Simplement, parfois, on s'y prend mal quand on est coach parental. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, je vous invite à être vigilant quand vous accompagnez les parents d'enfants TDAH, plus qu'avec peut-être d'autres parents, être vigilant à la présence d'un épuisement chez les parents, d'un état de burn-out, d'un état d'épuisement parental. Parce que si le parent il est déjà épuisé, il ne va pas pouvoir mettre en place toutes les stratégies que vous allez lui concocter, lui proposer et co-construire avec lui. Donc, moi, je remarque ça quand même. Vous voyez, les parents que j'accompagne là, beaucoup, parents d'enfants TDAH, ils sont enlisés dans les problématiques depuis des années. Donc, ils sont déjà épuisés. Donc, leur dire une énième stratégie, alors qu'ils ont déjà lu plein de trucs, regardé sur Internet, entendu des choses contradictoires, une énième stratégie, dans un premier temps, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Il faut déjà créer un lien de confiance. Il faut qu'ils sentent que vous êtes compétent sur le sujet et que vous n'allez pas leur dire n'importe quoi, et une énième chose qui ne va pas fonctionner. Et puis, il faut donc qu'on prenne en compte le fait, s'ils sont épuisés, voire en dépression, il faut qu'on puisse aussi l'identifier. C'est-à-dire qu'on va devoir aussi faire un petit travail de réorientation, si vraiment ils sont épuisés, sur le médecin traitant ou sur un psy. Ça peut être bien sûr en parallèle du coaching parental, mais si vraiment vous sentez que le parent est trop épuisé. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut faire par rapport à l'épuisement, bien sûr, c'est aider les parents à trouver du relais, trouver des moyens de se ressourcer, les aider à penser à nouveau à eux. Ça, c'est très important. Mais donc, ça, c'est une erreur que je vois souvent, c'est mettre en place des stratégies trop vite, sans prendre le temps d'évaluer l'état d'épuisement du parent et s'il a les ressources nécessaires pour mettre en place tout ça. Moi, je vérifie toujours ça maintenant parce que si je vérifie pas ça, je vais partir trop vite bille en tête et je vais perdre le parent. Et ça, vraiment, c'est pas le but parce que ça risque d'ajouter à la culpabilisation du parent et ça va aggraver son épuisement. Autre chose, c'est important de bien comprendre ce que vit le parent, donc de poser des vraies questions,
notamment quand le parent vous dit que son enfant fait des crises tous les jours, par exemple, demandez-lui comment ça se traduit. Qu'est-ce qui se passe dans ces crises? Et vous allez peut-être être surpris. Parce qu'il peut y avoir vraiment des comportements violents, des comportements destructeurs ou autodestructeurs. C'est important qu'on évalue la gravité et le retentissement sur la vie familiale et sur la fratrie. Parce que sinon, vous risquez de proposer des approches classiques de gestion de crise qui peuvent être complètement à côté de la plaque, complètement inadaptées. Du type, il faut parler à l'enfant pour le calmer, il faut parler à son niveau, il faut le prendre dans ses bras. Moi, j'entends encore trop de choses comme ça, mais quand vous avez un enfant qui vous balance des objets sur vous, par exemple, ou qui vous tape, c'est pas adapté, ces interventions classiques de gestion de crise. Hein, ce que je veux dire par là, alors tous les parents, tous les enfants TDAH font pas des crises énormes, des crises classiques, mais il y en a qui en font. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de se parler vrai et de recueillir la parole vraiment le plus concrètement possible sur ce qui se passe. Bon, si vous me connaissez, si vous êtes en formation avec moi, vous savez à quel point je vous dis que c'est important l'observation, le recueil d'informations concrètes. On ne travaille pas sur des choses floues, on travaille sur des choses concrètes pour être le plus possible ajusté. Alors, Séverine, tu demandes, un enfant peut-il bien vivre son TDAH sans traitement médicamenteux? Oui, oui, oui. Oui, oui, on peut tout à fait vivre son TDAH sans traitement. Le traitement n'est pas systématique. Ça, c'est vraiment ça. Il faut demander l'avis au pédopsychiatre. C'est lui qui va prescrire le traitement. C'est pas toujours nécessaire. Parfois, souvent, il faut quand même des aménagements, mais il y a des TDAH qui sont plus sévères que d'autres, des symptômes qui sont plus sévères que d'autres. Donc non, il y a plein d'autres choses à faire justement que le traitement. Et le traitement, il n'est jamais suffisant tout seul. Sachant qu'en plus, le traitement, alors le traitement, typiquement, c'est généralement la Ritaline qui est prescrite. Et en fait, ce traitement, il fait pas effet toute la journée. Donc, généralement, on le prescrit, par exemple, pour aller à l'école, pour que l'enfant soit concentré à l'école, et ça peut vraiment être aidant. Mais le soir, le traitement ne fait plus effet. Et donc, les parents, ils doivent gérer la retombée du traitement. Et souvent, c'est assez compliqué, cette phase-là, le soir. Alors, Laetitia, comment peut-on évaluer l'épuisement parental? Y a-t-il des outils fiables? Oui, d'ailleurs, j'ai une petite formation, j'ai une mini-formation sur l'épuisement parental, justement, que vous pouvez avoir. Laetitia, toi, tu es dans la formation de coach parental, donc ça, tu l'as. Tu vas l'avoir, tu vas le recevoir. C'est dans le module 5 que tu as que tu auras, parce que tu n'en es pas là, je crois, que tu auras tout ce qui est burn-out parental. Et il y a effectivement des échelles pour mesurer l'épuisement. Un test, en fait, pour mesurer l'épuisement du parent. Ok, donc ça, c'est un peu là, je vous ai dit un petit peu les pièges, les erreurs à ne pas commettre dans l'accompagnement des parents d'enfants qui ont un TDAH. On peut avoir aussi la problématique que le parent lui-même est concerné par le TDAH, donc c'est d'autant plus difficile pour lui d'accompagner son enfant. Donc voilà, alors comment bien accompagner maintenant? Quelles sont les choses importantes? Donc déjà, comme je vous disais, mesurer le degré d'épuisement, ne pas trop en demander aux parents, ne pas être trop exigeant, s'assurer que les parents ont bien compris les symptômes, ont bien compris de quoi il en retourne avec leur enfant. Voilà, c'est pas parce que ça aussi les gens l'oublient, c'est pas parce qu'il y a eu un diagnostic de posé que ça y est, les parents ont tout compris. Non, maintenant, il faut faire le lien, et ça, pour moi, c'est vraiment notre rôle, entre les symptômes du TDAH et le vécu de l'enfant. Parce que ça va aider à, concept de la formation, agrandir la fenêtre de tolérance du parent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mieux comprendre les comportements de mon enfant parce qu'ils sont reliés à son trouble. Ça ne veut pas dire qu'on va tout laisser passer, tout excuser. Mais ça veut dire que si mon enfant ne me répond pas quand je lui parle, ou s'il a oublié quelque chose, il ne fait peut-être pas exprès. S'il n'a pas pris ses bonnes affaires pour aller à l'école, c'est peut-être qu'il n'a pas réussi. C'est pas qu'il fait exprès, c'est pas qu'il s'en fiche, c'est qu'il n'y arrive pas. Donc il faut l'aider.
par rapport à ça. Il faut l'aider à trouver ses propres astuces petit à petit en grandissant pour mieux s'organiser, pour penser aux choses. Il va trouver ses stratégies. Avec les professionnels, avec ses parents, il va trouver les stratégies. Mais donc, c'est ça, en fait, que les parents comprennent les symptômes, c'est-à-dire arrête de dire, par exemple, mon enfant est flemmard, mon enfant ne fait rien. On peut le voir comme ça, mais c'est plutôt jugeant. Ou alors, si on sait qu'il y a un diagnostic de TDAH, on peut se dire, bon, OK, par rapport à son trouble, c'est un peu logique qu'il ait ce type de symptômes et ce type de comportement. Donc, comment remédier à ça? Ça évite les jugements et ça permet de fluidifier la relation parent-enfant. Si le parent comprend que ce n'est pas contre lui que l'enfant se comporte comme ça, mais parce qu'il n'arrive pas à faire autrement pour l'instant, la relation, elle est préservée. Hein. Et donc, le parent peut se placer à côté de l'enfant pour cheminer avec lui par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il traverse, pour modifier ses comportements, plutôt qu'en rivalité, en confrontation. Ça, pour moi, c'est vraiment dans ce qu'on peut proposer, ce qu'on doit même proposer. Donc, comme je vous le disais, on va sortir des approches toutes faites et on va co-construire avec le parent. Donc, dans les thèmes principaux qu'il va falloir aborder bien souvent avec ces parents-là, donc il y a bien sûr la gestion des crises. C'est un vrai sujet, comme je vous le disais. Souvent, ce qu'on rencontre, c'est chez les parents, en tout cas moi chez les parents que j'accompagne, il y a beaucoup d'évitement des crises parce que les parents ont peur des crises. Parce que les crises, quand l'enfant est tout petit, ça va. Quand l'enfant grandit, que c'est d'autant plus destructeur, voire violent, ça devient très compliqué. Donc souvent, les parents décrivent vraiment qu'ils marchent sur des œufs avec leurs enfants et qu'ils s'efforcent de ne pas le frustrer. Sauf que moins on frustre l'enfant, moins l'enfant peut s'habituer à la frustration, moins il apprend à faire face, et pire c'est au niveau des crises. Donc ça, il faut pouvoir identifier ce piège-là avec les parents. Les parents, ils font comme ils peuvent, hein, c'est pas du tout un jugement. Mais donc, si on n'apprend pas aux parents à ne plus craindre les crises, ils vont toujours être dans cet évitement. Donc, il faut leur apprendre à gérer les crises et à les affronter de façon non violente, sans rentrer dans le conflit, mais à les affronter quand même. Donc souvent, on va proposer, surtout quand l'enfant est grand, de s'éloigner de l'enfant en crise, sauf s'il y a un danger pour l'enfant, hein, mais sinon plutôt de s'éloigner et de trouver des moyens pour l'aider à s'apaiser cet enfant. Donc il y a tout un travail, alors là je vous dis ça vite fait, mais c'est votre rôle de coach parental, il y a tout un travail à faire pour prévenir, gérer les crises, sortir des escalades, ne pas rentrer dans la violence, ne pas rentrer non plus dans un truc de soumission, et apprendre à réagir à froid. Alors, tout ce que je vous dis là brièvement, ce sont des techniques de résistance non violente. La résistance non violente, c'est une approche qui est hyper intéressante, peu connue encore en France. Donc, moi, je forme à la résistance non violente qui permet de faire face à des comportements tyranniques, voire violents chez l'enfant, de façon, donc, par définition, non violente. Donc, il y a tout un travail à faire de gestion de crise. Donc, quand on aide le parent avec des conseils précis, des attitudes précises, hein, donc vraiment, il faut détailler jusqu'à ce point-là, hein, se dire la prochaine fois qu'il y a une crise, comment vous allez faire face, comment vous allez gérer votre propre réaction, votre propre colère en réponse, comment vous allez gérer ça. On aide le parent à reprendre confiance en lui. Et donc, il n'aura plus peur des crises. Donc, il pourra à nouveau vivre des situations où l'enfant sera frustré, mais le parent n'aura plus peur de ça. Donc gérer les crises, c'est aussi surtout, donc c'est gérer l'avant, gérer pendant, mais gérer l'après, avec éventuellement de la réparation, et avec aussi quand l'enfant en sera motivé, parce qu'au début il n'est pas forcément motivé, aider l'enfant à trouver des moyens d'exprimer ses émotions sans violence et de travailler sur sa colère. Ça, vraiment, il y a tout un travail à faire là-dessus. Donc, soit le parent va l'accompagner là-dedans, soit les professionnels qui accompagnent l'enfant, psychomotriciennes, psychologues, vont l'aider à gérer sa colère, mais il faut pour ça qu'il soit un minimum motivé. Ça va là-dessus? Je vais pas trop vite. Ok, j'avance. Alors, donc ça, c'est la partie gestion des crises. Donc, ça nous occupe un certain temps. Tant qu'on n'arrive pas à gérer les crises, c'est compliqué. Les parents sont dans l'évitement et donc on n'arrive pas à avancer sur le cadre.
Oui, super. Bon, génial. Alors, on a ensuite, bien sûr, souvent, avec les enfants TDAH, on est dans une spirale d'opposition. Ce sont des enfants qui vont s'opposer beaucoup. Alors, au départ, l'opposition, elle n'est pas forcément très, très présente, mais si on n'a pas diagnostiqué le TDAH rapidement, si ce sont des enfants qui sont souvent punis, en fait, en vrai. Alors, petit point, la punition, c'est prouvé aujourd'hui, on le sait, ça ne fonctionne pas. Ça peut arrêter un comportement sur le moment, mais ça n'apprend pas l'enfant à mieux se comporter. Donc, voilà. Mais ce sont des enfants qui sont donc beaucoup punis parce qu'ils bougent beaucoup, donc à l'école ou à la maison, parce qu'ils bougent beaucoup, ils embêtent à cause de l'hyperactivité, de l'impulsivité. Donc, on les voit souvent de façon négative. Ça fatigue tout le monde. D'accord? Donc, ils vont s'opposer. D'accord? Ils vont montrer leur mécontentement, ils vont faire des refus, ils vont être découragés. Donc, on a la spirale d'opposition qui s'installe assez rapidement. Et ça peut même se transformer, comme je vous le disais, en TOP, en trouble oppositionnel avec provocation, donc le high level de l'opposition devenu pathologique, où là, ça devient très compliqué de sortir de là. Donc, il faut absolument, quand on accompagne les parents d'enfants TDAH, traiter. Donc, d'ailleurs, c'est souvent les problématiques majeures, les demandes des parents, c'est gérer les crises et traiter l'opposition. Donc, l'opposition, c'est vraiment les comportements de refus, des contraintes, refus de la frustration et puis provocation. Ils peuvent même vraiment pousser les parents, l'adulte, dans leur retranchement. Et on a l'impression vraiment que l'enfant fait exprès de vous faire sortir de vos gonds en tant qu'adulte. Ça demande, franchement, les parents qui vivent ça, chapeau, et il faut vraiment avoir de l'empathie pour eux parce que c'est très compliqué de vivre ça, de vivre de la provocation de la part de son enfant, surtout quand on en a plusieurs à gérer. Donc, les outils à mettre en place, donc si vous faites la formation de coach parental avec moi, vous les connaissez, il y a des outils à mettre en place pour prévenir et gérer l'opposition, une routine structurante, cadrée. Donc, il faut du cadre chez les enfants qui s'opposent, chez tous les enfants, mais particulièrement ceux-là. Parce que des fois, on pourrait se dire, comme l'enfant s'oppose, faisons un petit peu comme c'est son désir. Bien sûr que non, ça ne fonctionne pas non plus. Même si vous vous pliez aux quatre volontés de l'enfant, il fera quand même, il s'opposera quand même. Vous voyez, il trouvera quand même un moyen de vous provoquer. Donc non, on doit effectivement mettre en place un cadre. Donc la routine, c'est-à-dire faire les choses de la même manière, au même moment chaque jour, avoir une routine du matin, une routine du soir, ça sécurise l'enfant. Il s'oppose moins parce qu'il sait ce qui se passe et au bout d'un moment, ça devient des automatismes, donc il n'y a plus besoin d'y réfléchir. Donc la routine est aidante. Le réservoir affectif, donc je rappelle j'explique pour les personnes qui ne savent pas, c'est le fait que, donc ça c'est un concept d'Isabelle Filiosa. Nous sommes comme des voitures, en fait, nous avons un réservoir et quand notre réservoir est vide, nous ne pouvons plus avancer. Un enfant, il a donc son réservoir. Le matin, quand il part à l'école, le réservoir est plein, d'accord ? On l'espère en tout cas, parce qu'il s'est reposé, parce que la veille, il a passé des temps de qualité avec ses parents. On espère qu'il a passé peut-être un bon moment le matin avec ses parents. On espère aussi. Et donc, il arrive à l'école, son réservoir est plein, mais tout au long de la journée, la fatigue, les contraintes, le rythme de l'école, les disputes peut-être avec les copains, enfin bref, tout le stress aussi du milieu scolaire va faire que le réservoir se vide, c'est normal, une journée c'est intense, et donc le soir, le réservoir est vide, et donc l'enfant, la voiture, n'est-ce pas, ne peut plus avancer. Donc il faut remplir le réservoir avant de demander à l'enfant encore des nouvelles choses. Prendre sa douche, faire ses devoirs, aider à mettre la table, enfin toutes ces choses qu'on va lui demander, encore, ça va être souvent la cata, chez beaucoup d'enfants d'ailleurs, pas que chez les enfants qui ont un TDAH, parce que l'enfant n'a plus l'énergie, n'a plus la ressource, son réservoir est à plat. Donc, on doit d'abord remplir le réservoir. Ça veut dire quoi? Passer un temps de qualité. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour tous les enfants et d'autant plus pour ceux-là. Passer un temps de qualité avec l'enfant chaque jour. 10 minutes, un quart d'heure, ça peut suffire.
mais ça lui permet de se sentir à nouveau bien. Donc, c'est un temps dans lequel il n'y a pas de reproche, pas de critique, pas d'ordre. C'est vraiment, on fait une activité avec l'enfant, 100% avec lui. Ça peut être discuter, ça peut être faire de la pâte à modeler, ça peut être faire un puzzle, ça peut être faire un petit jeu vidéo, pourquoi pas, peu importe, mais faire quelque chose avec l'enfant qui est bon pour lui et qui permet aussi cette connexion et reconnexion émotionnelle des parents avec l'enfant. Ça, c'est le côté réservoir affectif. Bon, bah, si vous êtes coach parental, déjà, vous connaissez tout ça. Mais donc, il y a plein d'autres choses hein, pour l'opposition. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est une problématique qu'il faut traiter. Ça peut être aussi passé par le jeu. Souvent, les enfants TDAH, c'est des enfants qui ont donc plein d'énergie et qui aiment bien les défis. Donc, passer par le jeu, passer par des petits défis, on fait la course pour aller se laver. Je te mets un chrono pour t'habiller. Ça a tendance à bien marcher. Oui, ça marche bien pour ta fille. Ouais, ok, super. Tout ça, c'est. Alors, évidemment, chaque enfant est différent, donc ça veut dire que nous, pareil, en tant que coach parental, on pose des questions aux parents, savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui a déjà jamais été mis en place, et donc on jongle avec les différents outils. Chose très importante aussi par rapport à l'opposition, c'est mettre en place une bonne cohérence parentale, c'est-à-dire qu'il faut absolument, surtout quand les parents vivent ensemble, que les parents soient sur la même longueur d'onde. Plus il y aura de dissidence, plus il y aura de désaccords parentaux et plus l'enfant qui s'oppose va s'engouffrer dedans. On a besoin d'une bonne cohérence parentale qui va sécuriser l'enfant et qui va faire qu'à un moment donné, il n'y a pas d'échappatoire, c'est comme ça. Voilà, mettre en place des règles, tout ça, effectivement, c'est hyper important. Donc voilà, en plus de la gestion des crises, on a donc traité vraiment cette fameuse opposition. Donc là, il faut de la méthode hein, pour accompagner tout ça. Et puis, donc, quand les cas sont plus lourds encore que l'opposition, quand on part dans le top, voire dans la violence, hein, donc là, je vais vous parler un tout petit peu de la tyrannie familiale, hein, de ces situations familiales dans lesquelles la hiérarchie est inversée, c'est-à-dire que finalement maintenant, c'est l'enfant qui décide, c'est l'enfant qui a pris le pouvoir à la maison. Et donc là, les parents sont juste souvent dans la peur, l'impuissance par rapport à ce qui se passe, dans l'évitement des crises, comme on en parlait tout à l'heure. Et là, on est vraiment à un cas où finalement, c'est l'enfant. Alors, soit l'enfant fait des crises, il est violent, etc., soit il n'a même pas besoin d'être violent, mais les parents craignent tellement les explosions, les crises, la détresse émotionnelle de leur enfant qu'ils s'adaptent en permanence. Il y a ce qu'on appelle une hyper-accommodation. Ils s'ajustent, mais beaucoup trop. Ça part d'une bonne intention hein, de s'adapter à son enfant, mais là, c'est trop. C'est trop et l'enfant n'apprend pas à changer, à faire autrement. Donc là, on n'est pas bon. Donc la hiérarchie familiale est inversée avec des fois aussi des parents qui répondent par la violence. Donc ça, évidemment, il faut à tout prix l'éviter. C'est interdit et c'est toxique. Donc là, il y a toute une approche. Donc c'est l'approche résistance non violente. C'est pour moi, pour accompagner les parents d'enfants TDAH, c'est indispensable de se former à la résistance non violente. Je vous le dis cash. Là, actuellement, dans la ville dans laquelle je fais des permanences de guidance parentale, j'ai quasiment que des parents d'enfants qui ont un TDAH qu'on m'a orienté et souvent des cas de tyrannie familiale. Donc ça s'installe sur des années. Pourquoi parce que justement, les parents n'ont pas été suffisamment accompagnés dès le départ. On leur a pas expliqué ce qu'il fallait mettre en place avec leur enfant. Donc, on arrive à des cas comme ça. Donc, vous allez en avoir. Vous allez en avoir, il faut savoir les dépister, savoir qu'est-ce que c'est, poser les bonnes questions parce que c'est très compliqué de dire à un professionnel qu'on a peur de son enfant et de ses réactions. Donc, il y a tout un dépistage à faire, il y a des questions à poser si le parent a peur de son enfant pour savoir s'il a peur, jusqu'où vont les comportements violents, etc. Là, on est vraiment sur un tabou. Hein. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Et c'est pour ça, en France, l'approche résistance non violente, elle n'est pas encore suffisamment connue. Moi, je me suis formée à ça. Ça a été mis en place par le professeur israélien Raïm Omer. Et au CHU de Montpellier, il y a des pédopsychiatres qui ont mis en place cette approche-là et qui l'ont adaptée, du coup, pour des groupes et des individuels en France. Et moi, j'ai eu la chance de me former à cette approche-là de résistance non violente. Et franchement, je me bénis de m'être formée à ça parce que je m'en sers tous les jours, en fait, de cette approche-là pour les parents que j'accompagne qui sont dans des cas comme ça extrêmes. Et même quand ce n'est pas des cas extrêmes, en fait, la méthode en elle-même, elle est hyper utile et hyper éthique, j'adore, puisque tout repose sur la non-violence.
Donc, c'est vraiment arrêter les escalades, arrêter de combattre l'enfant, de répondre par la violence, arrêter aussi de se soumettre à l'enfant parce qu'on a peur, donc trouver une posture qui soit non violente, mais quand même positionnée dans la relation. Pour ça, on va apprendre aux parents à réagir à froid, jamais pendant les crises, toujours après, et donc à demander des actes de réparation, à remettre en place des règles, à renouer le contact avec leur enfant si c'est allé trop loin. Des fois, on a des ados, hein. Moi là j'ai des parents, ils ont des ados qui sont dans des comportements tyranniques. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Donc, petit à petit, donc c'est des accompagnements qui sont longs. Souvent les parents, donc il y a aussi la problématique de burn-out parental qui vient se greffer. Mais donc il faut les accompagner sur la durée, hein, souvent. Isabelle demande que faire quand une maman d'ado qui a un TDAH refuse de se retirer en cas de conflit par peur de céder et attend que l'enfant change. Bon, vous savez, nous les professionnels, on ne peut que dire ce qui fonctionne et on ne peut que accompagner les parents, mais après c'est eux qui décident. Donc, il faudrait savoir là, Isabelle, qu'est-ce qui fait qu'elle refuse de se retirer? Alors, tu dis par peur de céder. Oui. Alors, souvent, les parents croient que, prenons une situation concrète, votre ado est là et il vous insulte. Il a un comportement qui est inadmissible. Et bien, souvent, en tant que parent, on croit que tout de suite, il faut répondre. Tout de suite, il faut dire, ben non, tu n'as pas à me parler comme ça, c'est interdit, tu vas t'en prendre une, ou je ne sais quel truc, on va dire. Et ça va escalader. L'enfant va peut-être, surtout avec ces enfants-là, donc ils vont recommencer. Ils vont pas dire ah d'accord j'arrête. Ils vont à nouveau insulter ou taper plus fort. Donc le risque c'est l'escalade. Donc ça il faut expliquer aux parents que là ils sont en train de rentrer dans l'escalade et donc en fait on en sort toujours diminué de cette escalade en termes d'autorité. Ça il faut expliquer ça aux parents. C'est que quand on va dans l'escalade, vous allez aller jusqu'où? Vous n'allez pas taper votre enfant, c'est interdit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir lâcher. Votre enfant, c'est pas lui qui va lâcher. Donc, il faut expliquer aux parents, c'est vous qui allez devoir lâcher. Et si vous devez lâcher, vous aurez le sentiment de toute façon d'avoir perdu, d'avoir cédé. C'est pas une solution. Donc, il vaut mieux dire, je me retire parce que là, je ne discute pas avec toi tant que tu es dans cet état-là. On en parlera plus tard. Vous voyez, ça, c'est pas pour moi, c'est pas céder. C'est dire stop. Au contraire, ça montre que le parent, il est suffisamment stable émotionnellement pour dire, c'est hyper puissant en vrai. Mais il faut expliquer ça aux parents. C'est puissant de dire, dans cet état-là, je ne discute pas avec toi. On va en parler après. Et donc, l'avantage de la résistance non violente, c'est qu'on n'a pas à changer l'enfant. Parce que l'enfant, souvent, à ce stade-là, il ne veut pas changer. Des fois, il ne va même pas à ses rendez-vous avec les professionnels de santé. Donc, l'avantage de la résistance non violente, c'est que c'est le parent qui va, lui, changer. Et donc, sur lui-même, il découvre qu'il a de la prise, le parent. Il peut changer, il peut se renforcer émotionnellement, il peut prôner la non-violence, pratiquer la non-violence et il va reprendre confiance en lui. Et petit à petit, ça va changer avec son enfant. Hein, ça, c'est systémique. Si le parent change, après, la relation va changer et l'enfant, in fine, va changer. Pas tout de suite, mais ça va se faire. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Isabelle. Il faut expliquer les escalades aux parents. Après, vous n'êtes pas à la place du parent. Vous ne pouvez que transmettre ce que vous savez, mais c'est une vraie approche qui fonctionne. De toute façon, en fait, au final, moi je dis aux parents, finalement, vous n'avez pas 36 choix. Vous n'avez pas le droit de répondre par la violence. Se soumettre à votre enfant, c'est pas non plus une solution. Donc, il n'y a pas 36 choix, en fait. Il y a juste de résister de façon non violente. Voilà. Et donc, dans la résistance non violente aussi, ce qu'on va mettre en place, c'est le réseau de soutien. Donc là, je ne peux pas, dans ce live, vous transmettre toute la résistance non violente, mais donc j'ai une formation là-dessus. Mais donc, le réseau de soutien, hyper important pour permettre aux parents de sortir de la honte, d'être épaulés par d'autres adultes, d'accord, que ce soit enseignants, que ce soit des proches de la famille, du voisinage, peu importe. On cherche avec les parents, qui souvent ont un peu fait le vide autour d'eux, on cherche des personnes qui vont faire partie d'un réseau de soutien pour soutenir les parents et intervenir auprès de l'enfant si besoin. Donc, le parent renforce son autorité en montrant qu'il n'est plus seul. Et ça, souvent, l'enfant qui a des comportements tyranniques n'aime pas ça. Et petit à petit, il va changer son comportement. Ça, c'est hyper puissant.
Voilà. Donc, pour résumer, les principaux thèmes que… ah oui, Isabelle, tu disais, j'ai expliqué, mais elle n'est pas d'accord avec cela. Bon, bah, soit. Mais si c'est une maman que tu accompagnes. Parce que si c'est une maman que tu accompagnes et qu'elle ne suit pas ton, comment dire, ce que tu proposes, ben, qu'est-ce qui fait qu'elle est venue te voir? Ou c'est quoi ses freins? Alors souvent, effectivement, le fait de dire ben, je ne rentre pas dans l'escalade, c'est vu comme un signe de faiblesse, mais il faut changer son référentiel là-dessus. Alors, tu peux aller éventuellement, moi ce que je fais parfois, c'est qu'en prolongement des séances, j'oriente les parents sur le site de l'association React. Je vous mettrai le lien. L'association React, qui justement épaule les familles qui ont des enfants à comportement tyrannique. Et l'association React, il y a des tutos faits par la psychiatre, la pédopsie Nathalie Franck, qui a travaillé sur le programme de résistance non violente. Et donc, ces tutos expliquent les histoires d'escalade, etc. Si tu veux, Isabelle, pour donner plus de crédit à ton intervention, si elle ne te croit pas ou que tu peux lui donner ça. Après, si le parent ne veut pas mettre en place, bah, à quoi bon l'accompagnement? Tu vois? Tu vois, moi, moi, ça m'arrive pas trop, ça, j'ai de la chance, mais peut-être, je dirais, ben, du coup, qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce que moi, je ne peux vous aider qu'avec les outils dont je dispose et qui sont éprouvés, qui sont cette méthode de résistance non violente, elle marche, elle fonctionne. C'est pas moi qui l'ai inventée. D'accord? Il y a un professeur en psychologie, il y a un hôpital, des hôpitaux, des professionnels de santé, et c'est en train de diffuser. Ça fonctionne, quoi. Affirmez-vous hein, aussi en tant que professionnel. Là. Quand vous avez voilà, des compétences comme ça, ben, voilà, vous pouvez aussi affirmer. Hein. Il y a des choses qu'on sait quand même. Donc, les thèmes principaux auxquels vous allez être confrontés, gestion des crises, l'opposition, les cas tyranniques. Et puis, donc, ce que je voulais vous dire aussi, très important, c'est de mettre en place, souvent on a besoin de mettre en place, surtout quand il y a un top, donc avec l'opposition, c'est vraiment des systèmes de renforcement positif. Plutôt que la punition, qui ne fonctionne pas, j'insiste, c'est renforcer positivement les comportements positifs. Donc, des fois, on part de loin, on va renforcer chaque fois, donc renforcer soit par la parole, par les gestes, on va souligner, renforcer le fait que, ah, je vois que là, tu as fait un effort pour mieux gérer tes émotions, par exemple, s'il y a quelque chose de positif, plutôt que de souligner chaque chose qui se passe mal. Ça, parce que c'est ça qui renforce l'opposition. On renforce négativement avec notre attention négative. Donc là, à l'inverse, on va renforcer positivement par nos paroles, nos gestes, notre comportement, tout ce qui est positif. Et on peut même mettre en place des systèmes de points pour renforcer. Ça peut aider à cette motivation. Ça va? Voilà, en gros, hein, ce qui me paraît important, le plus important, si vous êtes amené à accompagner des enfants des parents d'enfants TDAH. C'est les choses les plus importantes, les points principaux auxquels vous allez être confrontés et les outils principaux que vous pouvez manier, dont vous avez besoin. Bon, alors je sais que beaucoup d'entre vous veulent certainement aller plus loin dans ces approches-là et dans ces outils pour être vraiment équipés et accompagner les enfants et les parents. Donc, ce que j'ai mis en place là cette semaine, c'est que j'ai conçu un pack complet qui rassemble en fait toutes ces approches-là dont vous avez besoin si vous accompagnez des parents d'enfants TDAH. Donc, je l'ai appelé le pack Gérer les comportements difficiles et ça comprend en fait 2 formations complètes. Donc, il y en a parmi vous qui ont déjà fait certaines formations. Donc là, c'est un pack qui a 2 formations complètes. La formation accompagner les parents d'enfants opposants, intervenir en fait auprès des enfants avec des comportements opposants et intervenir auprès des enfants avec des comportements tyranniques selon l'approche résistance non violente. Donc, opposition et résistance non violente, j'ai pris les 2 formations complètes et je vous ai ajouté en bonus la petite formation, la mini formation sur le burn-out parental.
D'accord? Comme ça, vous avez tous les outils clés dans une seule offre. Et donc, je l'ai mis à tarif spécial cette semaine pour les personnes qui voudront l'acquérir. Donc, hop, je vais vous mettre tout de suite le… Donc, pour moi, ce pack-là, il regroupe tout ce dont vous avez besoin pour accompagner ces parents-là. Où est-ce que je peux… Ah oui, voilà, commentaire. Hop, je vous mets le lien de la page de présentation de cette offre-là qui va être valable jusqu'au 5 mai. Alors, les personnes qui suivent la formation de coach parental, vous êtes formés donc vous avez l'épuisement parental, vous l'avez déjà dans la formation de coach parental. Vous êtes initié à la résistance non violente et vous avez aussi des éléments sur l'opposition. Après, la formation opposition et la formation résistance non violente que j'ai mis là dans le pack sont beaucoup plus détaillées puisqu'à chaque fois, vous avez 6 heures de formation plus un PDF sur le sujet. Voilà, donc si vous vous sentez parfois démunis là par rapport aux situations d'opposition, aux enfants atypiques, au TDAH, bon bah c'est vraiment, ça regroupe les principaux outils. Alors juste au niveau du prix au départ, donc c'est les 2 formations, c'est 400 €, d'accord? Et là, je vous l'ai mis à 297 € pour les 2 formations, plus la mini formation sur le burn-out. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien, vous pouvez aller voir. Si vous voulez en profiter, ben, c'est voilà, dès maintenant, cette semaine, jusqu'au 5 mai. Alors, je vais prendre les questions, s'il y en a. Oui, Séverine, renforcement positif verbal et système de récompense. Oui, oui, c'est de ça dont je parle. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup dans ce que j'ai dit. Mais oui, oui, c'est quand je parle de renforcement, c'est renforcement positif verbal appuyé par un système de récompense avec des points, donc matérialisés sur papier, si besoin. Ok Aurélia, bah avec joie. Ok, bah j'espère que en tout cas ça vous a aidé, que ça vous a déjà donné une première base. Et puis ben vraiment, vraiment, je vous recommande de vous former à fond sur ces problématiques-là parce qu'elles sont très fréquentes et on a besoin de professionnels vraiment adéquats, quoi, qui ont les bons outils, les bonnes interventions. Et là, vous allez voir les parents qui refleurissent, qui se sentent à nouveau en confiance, qui obtiennent des résultats. Et ça, c'est top. Voilà. Donc, pour info aussi, donc là, je vous ai mis cette offre-là spécifique cette semaine. Et puis, je vais relancer la formation de coach parental. Donc, si vous n'êtes pas encore dedans et que vous avez envie de rentrer, il y a une formation qui démarre 1er juillet. Voilà, je vais bientôt, je vous donne les infos sur la page. Ça arrive. Voilà, et ben si vous n'avez plus de questions, on va clôturer là. Merci beaucoup et puis merci pour tout ce que vous faites auprès des familles. Très clair comme toujours, et ben avec joie, Adeline. Prenez soin de vous, prenez soin des familles que vous accompagnez et puis à bientôt. Ciao.